de la société civile et au nom aussi du mécanisme de la société civile et des peuples autochtones, au nom du Comité sur la sécurité alimentaire mondiale et d'action contre la faim. J'ai oublié de vous dire que nous allons enregistrer cette séance et j'espère que tous les participants sont d'accord. Cet enregistrement sera disponible sur notre site web. Donc, voilà. Il y a un micro ouvert. Aujourd'hui, nous allons analyser les réflexions féministes sur les directives volontaires sur l'égalité des genres qui ont été récemment approuvées au sein du Comité de la sécurité alimentaire mondiale à Rome et nous allons analyser la possibilité de mettre en œuvre ces directives, tout particulièrement en ce qui concerne la protection sociale. Je me présente, je suis Rishi Tripatri, je suis l'une de responsables techniques avec ma collègue Marie. Je ne sais pas s'il y a d'autres collègues ici de notre unité du groupe de travail. Et c'est un plaisir donc d'animer la séance d'aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui des panélistes merveilleux. Nous avons 5 femmes qui sont inspirantes et qui vont partager avec nous leurs réflexions sur ces directives volontaires. Et avant de donner la parole à la première oratrice, je voudrais vous dire que pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiarisés avec le MSCPA, vous avez des informations disponibles. Vous avez des informations sur l'action contre la faim, euh, vous avez des informations sur les sociétés civiles et le mécanisme de la société civile et des peuples autochtones et les comités sur la sécurité alimentaire mondiale s'attaquent au thème de la nutrition, de l'alimentation. Et maintenant, nous voulons aussi donner donc de l'espace aux organisations de la société civile, aux peuples marginalisés, et cela inclut également les États membres. Et ce qui rend le MSCPA unique, c'est que nous incluons la société civile en tant que participant dans nos rencontres. Donc, et c'est assez unique dans les espaces des Nations Unies. Cela favorise une dynamique très vivante où nous pouvons mettre de l'avant les expériences de nos représentants, l'expérience de paysans, des femmes, des populations non binaires et des personnes marginalisées par rapport au genre. Et cette dynamique a produit un nombre de directives volontaires qui nous ont aidés à faire avancer l'agenda des droits de l'homme et la mise en œuvre aussi euh, du droit à l'alimentation. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces directives volontaires. Vous allez avoir l'occasion de poser vos questions et je suggérerais que Anne, si vous voulez ajouter quelque chose, utilisez la fonctionnalité du clavardage et à la fin, nous essaierons de répondre à vos questions dans la mesure du possible. Donc, sans plus de préambule, je voudrais inviter notre première oratrice, notre première intervenante, qui est Dee Woods de Land Workers Alliance. Elle est le membre du comité de coordination du mécanisme de la société civile et des peuples autochtones. Elle a été une participante très active dans les négociations relatives au genre. Elle va nous parler de négociations et des attentes que nous avons en tant que société civile, y compris les difficultés ou, disons, les éléments à améliorer de ce guide de directive volontaire. Donc, Di, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Richie. Et je devrais ajouter aussi que l'Alliance des travailleurs de la Terre ou de Land Workers Alliance est le membre au nom du Royaume-Uni de la Voix paysanne, la Via Campesina. Donc, je participe aussi au nom de la Via Campesina, la Voix paysanne. Alors, par où commencer, hein? Nous avons parcouru un très long processus pour le mécanisme qui a commencé avec le guide lorsque nous avons réuni l'organisation féministe qui faisait déjà partie du MSCPA il y a 8 ans. Et nous avons commencé notre travail, en fait, en 2016. Et c'était un processus assez difficile pour les femmes et pour les diversités de genre. Et je dirais même que à des moments, il y a eu des violences en raison des réponses que nous avons reçues par rapport à la façon dont les États membres réagissaient à des concepts en particulier. C'était un processus où nous nous sommes sentis un peu dessus en tant que femmes, en tant que diversité de genre. Ceci dit, c'est une victoire partielle, hein. C'est le premier cadre sur l'égalité de genre et sur l'autonomisation des femmes à l'intérieur du MSCPA, pardon, à l'intérieur du Comité sur la sécurité alimentaire mondiale. Et il s'agit d'un premier pas pour faire avancer nos droits à l'alimentation. Mais effectivement, il y a aussi quelques failles, hein. Je, ne- je vais me centrer d'abord dans le cadre préliminaire sur l'intersectionnalité. Je vais analyser la violence et la violence sexiste et comment ces deux concepts ont été invisibilisés dans le processus. Et je vais également poser quelques questions, hein. Je mettrai en question la façon dont nous avons été incorporés, hein. Je me pose la question si les femmes, nous avons le droit à l'alimentation et à la nutrition euh, telles que les choses ont été exprimées. Alors, les directives volontaires ont marginalisé ces concepts-là. Et d'une façon telle que c'était même une affaire contentieuse, problématique. Et la majorité des États membres n'ont pas véritablement compris ce que cela voulait dire. Et je viens du monde féministe. Je viens de, disons, des luttes en faveur du genre. Et nous comprenons très bien que les diversités de genre doivent être prises en considération dans toutes les vies. Car nous avons été les victimes de différents types d'oppression et des types d'oppression qui se sont empirés. Et l'intersectionnalité veut effectivement analyser le pouvoir et comment le pouvoir a un impact sur nos vies. Et cela n'a pas été compris. Cela a été vu comme, disons, quelque chose qui allait incorporer une perspective sur la diversité, et cela a posé pas mal de problèmes aussi. Mais en réalité, le concept en tant que tel n'a pas été compris. En tant que féministe,
L'intersectionnalité est au cœur de ce que nous faisons. Nous nous organisons non seulement pour nous-mêmes, nous nous organisons pour prendre en considération la vie de toutes les femmes, de façon à pouvoir satisfaire tous nos droits. Et c'était un processus exhaustif, car il fallait à chaque fois expliquer ce que l'intersectionnalité voulait dire. Les autres aspects qui ont été aussi à l'origine de quelques disputes, c'était le patriarcat euh, et aussi la perspective de personnes binaires. Et il fallait expliquer à chaque fois que pas tout le monde ne s'identifiait à une femme et qu'il y avait une diversité de genre, des personnes de la diversité de genre qui avaient subi les impacts de ce système patriarcal. Et ceci était aussi très violent. Si vous allez sur le site web du MSCPA, vous allez pouvoir voir comment nous nous sommes exprimés et l'impact d'avoir une perspective de diversité de genre, ou c'est que c'est d'être divers. Et cela n'a pas été compris. Et Ruchi nous a parlé du pouvoir de notre mécanisme, qui consiste à donc à rendre visibles les voix de milliers de personnes et de leurs expériences et à porter tout cela à la table de négociation. Et cela a été sous-estimé complètement. Les études nombreuses qu'il y a sur la violence sexuelle et sexiste, les auteurs qui agressent les agresseurs qui agressent les femmes, les filles, toutes leurs actions ont un impact sur l'accès à la nourriture et à l'alimentation. Et tout ceci a été passé en silence dans ce document, rendu invisible. Alors, l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici à ONU Femmes, c'est parce que nous devons rendre nos voix encore plus retentissantes, plus fortes, car nous continuons de nous battre pour nos droits. Et c'est effectivement notre raison d'être. Nous existons et nous exigeons que nos droits soient respectés. Et à ce jour, nous continuons dans les espaces du Comité de la sécurité alimentaire mondiale à faire le plaidoyer en faveur de nos droits et à construire sur la base de ce document et dans la discussion qui s'est faite sur les politiques. Pour nous, c'était décevant car il s'agit d'un document qui devrait être transformateur et devrait transformer la vie des femmes. Mais en fait, le fait de reculer au langage de très responsable de genre au lieu de transformateur de genre et avec des concepts que nous avions lutté pour changer, c'est un fait douloureux. Mais cela nous a fait plus forts en tant qu'un groupe des femmes et des lutteurs pour le genre. Cela nous a renforcés et je vais m'arrêter car je pense que beaucoup d'autres personnes ont des choses à ajouter. J'aimerais qu'il y ait une séance ou une session de questions-réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Di, pour cette introduction complète
aux directrices, directives volontaires. Et nous, comme a mentionné, il y a des histoires personnalisées et des réalités qui ont un impact car cela a un impact sur nos vies. J'aimerais maintenant, bon, donner la parole à Taina Hedman, qui appartient au Conseil international des traités autochtones et elle fait partie aussi du comité de coordination du MSCPA et elle est participante aux négociations sur le genre du CSA aussi. Alors, je lui donne la parole. Bonjour, merci Réchi, bonjour à tous et à toutes. Merci de l'invitation à cet événement parallèle depuis le peuple Kuna, depuis Panama. J'aimerais raconter mon expérience pendant les négociations sur les directives volontaires à l'égalité de genre et sur l'autonomisation des femmes. J'aimerais vous dire que, en tant que femme indigène, je pars de droits universels auxquels nous ne pouvons pas renoncer et fondamentaux. Même étant des titulaires de droits, nous avons été exclus historiquement des processus de prise de décision, du contrôle des ressources, des terres et des territoires et de l'accès juridique, social et économique parmi beaucoup d'autres. Il est essentiel que le droit des femmes à participer activement à la gestion, à l'accès au contrôle des ressources soit reconnu, car notre rôle est essentiel pour assurer la durabilité et promouvoir la bonne alimentation de nos peuples. C'est essentiel et faire référence à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et paysannes et la très importante recommandation 9 de la CEDAW. Il est nécessaire de respecter les droits des peuples autochtones et surtout le droit au consentement préalable, libre et éclairé. Cela est nécessaire pour que les décisions qui touchent les peuples autochtones se prennent de façon équitable, respectant leur culture et forme de vie. Le consentement préalable, libre et éclairé n'est pas un choix, mais un droit. Mais pendant les négociations, nous trouvons à maintes reprises en faisant des éclaircissements devant les États membres qui continuaient de considérer ce droit comme un choix. Et après beaucoup de luttes des peuples autochtones, cela ne peut pas rester comme ça. Et un autre point très important est que les peuples autochtones ont une façon de regarder le monde et une relation spéciale avec la terre et avec les ressources naturelles qui doivent être respectées et protégées. Alors, il est nécessaire de reconnaître la grande différence existante entre les peuples autochtones et les communautés locales et qui ne sont pas les mêmes. C'était un autre point sur lequel nous avons dû insister à maintes reprises et ils ne sont pas les mêmes. Et toute tentative pour dire le contraire est une violation de nos droits. Je fais référence à la ligne 4 de la recommandation 39 de la CEDAW qui aborde le sujet des multiples formes de discrimination intersectionnelle. Cela a été très important pour notre délégation et même lorsque ma collègue
Woods a présenté des exemples explicites, ces États sont restés réticents à utiliser cette terminologie, même si cela pourrait être surprenant. Un autre terme qui a provoqué de la résistance du débat a été le fait de mentionner les violences sexuelles basées sur le genre, même si ces violences sont connues par nos communautés et dans nos États. Nous avons trouvé de l'opposition. Il est essentiel de reconnaître et de garantir les droits des paysans et paysannes qui jouent un rôle essentiel dans la production des aliments et dans la souveraineté alimentaire. Il est important qu'ils soient reconnus en tant que des sujets de droit et qu'ils aient accès aux ressources nécessaires pour pouvoir développer leur activité de façon durable. Étant donné que nous n'avons pas beaucoup de temps, je vous invite à visiter la page web pour lire l'évaluation du mécanisme de la société civile et des peuples autochtones pour les relations avec le Comité de la sécurité alimentaire mondiale des Nations unies et cela se trouve en espagnol, français et anglais. Il faut savoir aussi que pendant tout ce long processus mentionné par ma camarade, ce n'était pas seulement 2 années, mais encore plus. Et nous avons vu dans beaucoup de documents ce type d'interférence avec le langage convenu. Il faut savoir que pendant le processus en ligne et en personne, nous avons trouvé tellement de résistance et nous avons été absents d'une partie de la troisième réunion de négociation jusqu'à ce que la parole a été accordée. Et nous avons laissé clair qu'étant un mécanisme qui représente la société civile et les peuples autochtones, nous ne nous sentons pas écoutés dans beaucoup d'espaces. Après, euh, la délégation est sortie de la salle après avoir exprimé leur avis et la délégation du MSCPA a fait aussi un acte de silence avec des avis dans la salle qui faisaient référence à des sujets essentiels dans la négociation. Nous pouvons voir qu'il y a un lien sur YouTube où vous pouvez voir, où vous pouvez suivre ce rejet que nous avions, cette douleur que nous ressentions. Face à ces défis, le mécanisme a, a accueilli les directives et il faut qu'il y ait une véritable égalité de genre. Je fais référence à la feuille d'évaluation susmentionnée et j'aimerais dire qu'il n'y a pas une raison de célébrer, mais il faut continuer de travailler. Il faut changer le système patriarcal de pression et transformer les politiques pour l'égalité de genre. Et j'aimerais laisser une réflexion lorsque nous sommes dans ce type de négociation, lorsque nous utilisons un langage convenu dans les espaces des Nations Unies, ils nous disent que cela ne peut pas être ici, mais dans un autre espace. J'aimerais comprendre comment nous pouvons l'utiliser si c'est un droit acquis par nous en tant que peuples autochtones. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Taina, pour ces mots puissants et pour parler des droits des personnes exclues et la relation avec le monde. C'est maintenant un plaisir d'inviter Berriosca Morrison González, qui est la représentante alternative de la mission permanente de la République dominicaine dans différentes agences de l'ONU. Et Madame González a été vice-présidente et elle a contribué à ces directives volontaires.
et nous avons eu des moments difficiles et des négociations difficiles. Alors, Madame Berioska, vous avez été une bonne leader. Nous aimerions savoir ce que les États membres et les autres acteurs peuvent faire pour mettre en place ces directives volontaires et pour faire avancer les droits des femmes. Merci, merci beaucoup et merci pour me donner la parole. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai préparé mon discours en anglais, mais je vais changer à l'espagnol après, mais la plupart sera en anglais. Et bien sûr, pour les réponses et les commentaires, je vais parler en espagnol. Merci beaucoup pour me donner la parole et pour m'inviter à faire partie de cet événement tellement important. C'est un événement alternatif de la CSW. Lorsque j'étais à New York, la CSW, c'était un espace merveilleux pour être en tant que diplomate et en tant que femme, la diversité, les connaissances et le fait de savoir que les choses pouvaient améliorer lorsque nous travaillions ensemble était inégalé. Alors, j'aime beaucoup faire partie de ces espaces, même si c'est de façon virtuelle. Ces directives ont été promues par les États membres et les participants euh, du CSA en octobre. C'était un plaisir et un processus d'apprentissage de faire partie en tant que co-facilitatrice vers la fin de cet effort collectif qui nous a permis d'établir ces directives et tous les participants doivent se sentir fiers du travail. Comme vous le savez, et moi, j'ai redouté un peu de continuer car c'était un thème difficile qui ne devrait pas être difficile pour nous. Et le fait d'avoir participé à beaucoup de négociations multilatérales me donne une sensation que nous devons alors apprendre à vivre avec ces difficultés. Malheureusement, ces directives ont été le résultat des négociations et des consensus. Alors, par défaut, ce ne sont pas ce que nous attendions depuis le début. Mais le fait de participer à ces processus, au moins, nous permet d'avancer. Parfois, c'est lentement, mais quand même, c'est le fait d'avancer dans beaucoup de sujets. Mais une chose très importante pour les diplomates, surtout ceux qui travaillent dans les processus de négociation multilatéraux, est d'assurer que nos efforts ne soient seulement dans un papier, ces efforts doivent avoir un impact, même s'il est petit, un impact sur les personnes auxquelles nous servons et surtout lorsque nous parlons des vies des femmes et des filles partout dans le monde. Alors, permettez-moi de prendre l'occasion pour féliciter le MSCPA pour les efforts. C'était très bon d'être défié par votre activisme, par votre engagement et vous avez toujours maintenu un bon niveau. C'était une inspiration pour nous. En tant qu'une anecdote, Alors, une anecdote que je pourrais partager avec vous. Au moment de négociation, je demandais toujours aux collègues, est-ce que vous pensez que cela va pouvoir être mis en place? Est-ce que c'est quelque chose avec euh, laquelle vous pouvez travailler dans vos États, avec les États membres? Et la réponse était toujours positive. Donc voilà ce qui renouvelait notre espoir, que c'était
C'était des directives qui pouvaient être mises en place. Et dans la mise en place, l'adoption de ce document marque, à mon avis, un moment très important, un point tournant, car l'autonomisation des femmes et des filles doit continuer à évoluer et à évoluer dans différents contextes nationaux. Mais pour que ceci devienne une réalité, les États membres, la société civile, les organisations internationales doivent donc mettre en application ces directives. Tous ces acteurs sont importants et ils ont intérêt aussi à faire avancer cette question. Il y a bien évidemment des domaines où l'on pourrait améliorer la mise en œuvre. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais je voudrais évoquer quelques aspects. Le premier, c'est la diffusion. Et cet événement où nous sommes là maintenant est très important. Nous devons sortir de nos petites bulles, hein, de la bulle du CSA, parce qu'il y a une bulle à la CSA. Et nous devons faire savoir le monde que ce que nous faisons est très important et que nous sommes au sein d'une plateforme unique. J'étais très surprise de voir combien de personnes n'avaient pas la moindre idée de l'existence du Comité sur la sécurité alimentaire mondiale ou l'importance de notre travail. Alors, le comité devrait s'embarquer dans un voyage très intéressant. Nous devons tous se soutenir. C'est d'avoir un plan d'action, la sensibilisation, faire comprendre l'utilité de nos politiques. Et nous devons participer à ce processus. C'est la seule façon dont nous pouvons nous assurer que ce que nous faisons est connu des gens. Alors, de la part des États membres, bien entendu, ils ont la plus grosse responsabilité, n'est-ce pas? Et l'application des politiques du comité doit se faire à tous les niveaux, hein, avec les organisations de base et en connaissance de ces directives pour autonomiser les acteurs et qu'ils sachent en quoi consiste cet outil. Donc, la diffusion est un élément de prime importance. La deuxième partie, c'est l'engagement des institutions. À partir de la perspective des États membres, nous devons essayer de vaincre la bureaucratie. C'est difficile, mais c'est possible. Il faut que la bureaucratie marche. Et ce document en est un bon exemple. Le document, dans l'analyse que nous avons faite sur la mise en œuvre ou sur quelques une partie de contenu que nous avons négocié doit avoir une portée importante au niveau des institutions, des ministères qui pourraient s'en servir. Et une façon efficace de le faire, c'est d'engager toutes les représentations au niveau national avec leur participation, leur autorité, leur participation aux projets qui soutiennent. La FAO doit aussi faire sienne cette tâche, essayer de mettre en pratique tout ceci au niveau national. Et nous avons aussi les parlements. Ce guide, cette directive lance un appel au gouvernement à introduire des cadres législatifs qui fassent la promotion de l'égalité de genre. Et c'est l'un des piliers les plus importants de cette initiative qui associe les organisations communes, les représentations locales et régionales. Donc, c'est très important aussi de travailler sur ces volets. Et le dernier aspect est celui du financement de ce type d'initiative. Ce soir, la FAO va lancer son engagement mondial pour autonomiser les femmes pour l'égalité de genre dans les systèmes alimentaires. Et c'est une très bonne initiative, finalement, qui s'adresse au pays, mais qui couvre le nord global, le sud global, les institutions multilatérales, les agences de l'ONU, les organisations de la société civile, le secteur privé. Et dans notre cas, nous voulons travailler avec la FAO pour continuer de faire avancer nos progrès. Parce que s'il n'y a pas de financement, ce type d'initiatives sont très difficiles à mettre en place. Je vais passer maintenant en espagnol pour terminer. Donc, ce n'est que le début. C'est le début d'un long chemin. Il reste encore beaucoup à faire
Mais je crois que nous devons reconnaître que nous avons là une base qui nous a pris du temps, qui nous a exigé beaucoup d'efforts. Mais c'est une base qui reflète le travail que nous avons toutes fait, qui nous sommes unis pour parvenir à ce résultat qui n'est pas parfait, mais en tout cas que nous l'avons là. Donc, et nous l'avons fait malgré toutes les résistances. Donc, merci beaucoup de l'occasion que vous me donnez de participer à cet événement. Je reste en ligne si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Gonzalez, de nous avoir expliqué les étapes, les pas que les institutions, les États membres peuvent faire pour mettre en œuvre ces directives. Et merci de nous rappeler aussi l'énergie et l'enthousiasme offerts par ces espaces féministes. Et c'est pourquoi nous sommes ici à la CSW cette semaine. Nous espérons pouvoir établir de partenariats encore plus larges avec d'autres organisations qui se trouve à cet espace. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais inviter notre prochaine intervenante, Elisabeth Racine. Elle fait partie du Conseil national pour la nourriture et l'alimentation au Brésil. Elle est professeure à l'Université de Brasilia et elle est membre également du panel de haut niveau d'experts au Comité sur la sécurité alimentaire mondiale. Elle est donc experte en nutrition et en sécurité alimentaire. Elle a fait le plaidoyer depuis très longtemps de cette cause. Et donc, nous avons hâte à l'écouter pour savoir comment nous pouvons faire avancer ces directives. Merci beaucoup. À vous la parole. Merci beaucoup. Je vais parler en espagnol. Merci de l'invitation à participer à cet événement, un moment si important dans l'histoire. Il y a quelques jours, nous avons vu beaucoup de manifestations de femmes qui se battent pour l'égalité, pour le droit. Donc, cet événement tombe à point nommé, hein. Et les personnes qui ont pris la parole avant moi, elles ont déjà expliqué toute la situation et le processus de négociation de ces directives. Donc, je vais me référer à des aspects plutôt généraux. Ça va? Est-ce que je peux continuer? Je voudrais donc faire référence à quelques aspects un peu plus généraux et quelque chose que Biroska a aussi soulevé. Il me semble qu'il n'est pas nécessaire. En fait, bon, il est toujours nécessaire car nous avons beaucoup de preuves, d'ordre politique, académique, etc., que l'inégalité des femmes et la violation des droits aux femmes sont de plus en plus présentes dans les pays qui possèdent une organisation politique plutôt autoritaire, lorsqu'il y a aussi, où il y a beaucoup de situations d'inégalité et de pauvreté. Alors, l'inégalité de genre et la violation des droits des femmes sont la conséquence, mais aussi sont le résultat de la pauvreté et de systèmes autoritaires qui existent dans ces pays du point de vue politique. Alors, lorsque nous nous battons pour les droits des femmes ou pour la mise en œuvre des directives volontaires euh, en ce qui concerne des aspects un peu plus spécifiques, nous faisons, nous livrons une bataille qui a des racines beaucoup plus profondes en ce qui concerne l'organisation politique et sociale, non seulement des pays, mais du monde entier, on dirait. Du point de vue de la société civile, nous avons constaté qu'il y a une lutte importante, il y a un ensemble d'organisations qui sont regroupées dans ce mécanisme, qui participent à cette lutte pour que la société d'abord reconnaisse le rôle des femmes, non seulement en ce qui concerne le rôle dans l'économie, mais aussi dans la politique, dans la société. Donc, il faut
opérer un changement d'esprit, de mentalité, de culture. Et ce n'est pas facile à faire. Ce n'est pas quelque chose que nous allons faire sur le court terme. C'est un processus qui va nous prendre beaucoup de temps, un processus à moyen et à long terme. Mais nous devons euh, cependant commencer à le renforcer. Et cela passe par le travail des organisations qui ont cet agenda, mais c'est aussi la responsabilité de toute la société. C'est la responsabilité de nous tous. Le système de l'éducation dans chaque pays devrait commencer à travailler sur une culture en faveur des droits des femmes. Et en ce qui concerne les directives volontaires, il me semble que nous avons non seulement deux défis, mais je vais me centrer sur deux défis d'abord. D'abord, le premier défi, c'est de disséminer, de diffuser ces directives à l'intérieur du pays et à l'intérieur de sociétés des pays. Une négociation qui a lieu dans les comités sur la sécurité alimentaire mondiale n'est pas nécessairement, n'aboutit nécessairement à tous les pays, ne parvient pas à tous les pays. On me disait que c'était surprenant pourquoi les pays ne connaissaient pas le comité. Alors, imaginez ce qui se passe si les gouvernements ne les connaissent pas. Imaginez que dans les pays, ils ne les connaissent pas non plus. Donc, nous avons constaté qu'il est très important de faire connaître le travail du comité sur la sécurité alimentaire mondiale, que les gens soient familiarisés avec le travail que le comité fait et les secteurs qui auraient aussi une responsabilité en ce qui est la mise en œuvre de décisions prises par ce comité. Nous avons toutes participé au processus du comité et nous savons très bien que les personnes qui y participent, qui sont placées à Rome, sont en contact avec leur gouvernement et leur pays, car on travaille avec des secteurs assez spécifiques, parfois avec l'agriculture, qui ont une perspective beaucoup plus conservatrice par rapport aux changements nécessaires. Donc, il y a un défi d'abord que nous devons lancer à l'intérieur de notre comité pour que le comité soit plus connu, plus valorisé au niveau de chaque pays et de la part de la société civile. Bon, je pense que nous avons aussi une mission importante. Nous devons faire en sorte que l'agenda du comité, que les décisions du comité soient connues non seulement par nos organisations, et par notre mouvement, mais aussi d'une façon beaucoup plus élargie. Il y a beaucoup de mouvements, d'organisations qui ont une connexion avec notre travail, avec notre agenda, mais n'ont pas pris contact avec les processus ou les décisions du comité. Et nous devons aussi euh, faire connaître notre travail à la société, nos décisions, nos propositions. Parce que nos propositions ont un bon potentiel pour le changement, non seulement par rapport à ce sujet dont il est question, mais un changement qui puisse faciliter à l'instauration de la justice sociale, au développement des pays d'une façon un peu plus coordonnée. Et je crois que nous devons lancer la discussion de façon constante, aussi bien au sein du mécanisme et du comité, l'agenda alimentaire et nutritionnel. Nous devons continuer à lancer la discussion sur cet agenda nutritionnel et d'alimentation, car elle constitue toujours un défi. Et nous devons prendre en considération aussi les principes de la gouvernance en matière nutritionnelle et en matière de système alimentaire. Nous devons continuer à nous battre pour un processus de gouvernance qui soit représentatif, divers, démocratique, avec les contrôles et la participation de la société civile et qui soit protégé de tous les conflits d'intérêts. Car la saisie que les corporations ont fait sur, ou la mainmise de ces corporations sur le système alimentaire
est évidente. Il est évident que ces grandes corporations se sont emparées des conditions objectives des systèmes alimentaires, mais il y a aussi, les corporations ont aussi coopté l'imaginaire de l'agenda. Et c'est important parce que des choses qui sont pour nous absolument nécessaires, évidentes, ne le sont pas pour, par un groupe beaucoup plus élargi de personnes. Donc, afin de vraiment assurer les résultats qu'il nous faut, il nous faut une base sociale beaucoup plus large de celle que nous avons aujourd'hui. Bien entendu, les demandes, les luttes de nos organisations et de notre mouvement sont essentielles, mais la pression que nous devons exercer afin de parvenir à ces changements est une pression qui devrait avoir un soutien social beaucoup plus élargi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisabetta, pour nous rappeler que l'égalité de genre, la transformation est un processus long et que nous devons entreprendre dans nos propres espaces. Nous, en tant que MSCPA, voulons donner des directives sur l'égalité de genre dans le contexte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et nous espérons que cela sera un processus énergétique. Et merci beaucoup pour souligner le contrôle corporatif des narratives, non seulement dans le système alimentaire, mais aussi les narratives pour façonner le discours. Et cela est une problématique. Merci pour avoir souligné ceci. Nous allons continuer d'aborder ces questions. Finalement, et bon, juste un rappel, s'il vous plaît, continuez de participer au chat. Nous avons une occasion merveilleuse d'avoir ce panel excellent avec beaucoup d'expérience et des perspectives. Vous pouvez ajouter vos questions et commentaires dans le chat et nous allons les voir dans quelques minutes. Finalement, et c'est mon plaisir d'inviter Tanit Iglesias Sayaz, euh, qui est co-hôte de cet événement d'Action contre la femme. Elle est experte en genre chez Action contre la faim et elle réfléchira aux recommandations humanitaires, climatiques et de protection sociale des directives. Vous avez la parole, Danit. Merci beaucoup. Je voudrais commencer en expliquant ce qu'est Action contre la faim. Nous sommes une organisation non gouvernementale créée il y a 45 ans et nous sommes présents en 55 pays. Nous avons en tant que mandat l'éradication de la faim dans le monde et pour ce faire, nous nous concentrons sur les causes structurelles de l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire les conflits armés, les crises alimentaires et les pandémies, mais aussi les injustices sociales systémiques, y compris les inégalités de genre. Et nous intégrons toujours une perspective intersectionnelle. L'action contre la faim a eu l'occasion de participer aux négociations des directives et des recommandations que les camarades ont rappelées. Et il faut savoir que c'est un instrument politique essentiel car cela reflète les perspectives des communautés les plus touchées par l'insécurité alimentaire. En plus, cela contient des recommandations multisectorielles qui identifient les points essentiels pour parvenir au droit de l'alimentation pour tous et toutes. Dans ces recommandations, nous aimerions souligner celles qui abordent l'aide humanitaire car c'est notre travail et surtout lorsque nous parlons de situations d'urgence climatique, car ces recommandations sont très alignées avec les priorités que nous avons identifiées par notre travail dans les différents pays. Je voudrais partager une étude que nous avons faite
Récemment, pour identifier le lien possible entre genre et changement climatique dans les pays de l'Asie du Sud. Les résultats ont montré que le changement climatique exacerbe les vulnérabilités existantes et dégrade les situations socio-économiques de sécurité nutritionnelle et de santé des femmes et des filles. En plus, cela accentue l'accès limité aux ressources et aux opportunités. Cette étude a montré que les systèmes agricoles actuels sont orientés à produire le maximum et donnent beaucoup de rendement, mais avec une capacité très limitée pour faire face aux impacts du changement climatique et génèrent des dommages au niveau de l'environnement. Les femmes ne sont pas bien représentées dans les processus de décision dans les mesures d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, mais aussi dans les décisions de la vie quotidienne. Cela implique une barrière pour avoir accès aux informations d'alerte précoce et cela limite leur capacité d'évacuation. C'est pourquoi elles sont plus touchées dans les phénomènes extrêmes pour faire face à la rareté des ressources liées aux conditions provoquées par une situation d'urgence. Les ménages adoptent des pratiques de plus en plus nocives, comme la déscolarisation des femmes, le mariage précoce ou l'exploitation sexuelle ou prostitution forcée. Une autre stratégie d'adaptation que nous avons vue est la migration des hommes. Cela a un côté positif car les femmes assument des rôles dans la prise de décision domestique et communautaire, mais cela a des conséquences négatives aussi, car cela augmente le fardeau pour les femmes car elles doivent toucher un salaire et continuent d'avoir toutes leurs responsabilités au ménage. Le changement climatique, en plus, exacerbe d'une façon tellement importante la violence basée sur le genre. Comme il y a des situations de vulnérabilité, les hommes perdent leur capacité de jouer leur rôle de fournisseur et protecteur. Et cela génère de la frustration qui peut provoquer des comportements violents, ce que nous connaissons en tant que masculinité toxique. En plus, l'augmentation de la salinisation des sources d'eau fait que les femmes doivent parcourir des distances plus longues pour avoir de l'eau et aussi de bois de feu et cela augmente la violence sexuelle. En tant qu'acteur qui travaille avec la société civile, nous croyons que les États et les institutions devraient s'engager à mettre en place les recommandations des directives que nous avons abordées dans cet événement pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Nous exigeons que les politiques et programmes pour améliorer la résilience et l'adaptation au changement climatique soient renforcés et qu'il y ait une lutte contre la perte de la biodiversité et la dégradation environnementale avec une perspective de genre intersectionnelle. Il est essentiel d'impliquer les femmes agriculteuses et les communautés locales et promouvoir le développement de l'agroécologie. Il faut fournir du financement et du soutien direct aux organisations locales de la société civile et de la communauté, en particulier des associations de femmes féministes et des associations des droits. Il faut systématiser les analyses du genre pendant les évaluations de besoins dans des contextes de crise humanitaire et nous devons nous assurer que les conclusions de ces analyses définissent et guident les réponses que nous allons fournir. Nous demandons qu'il y ait la promotion et la mise en place de mesures d'action afin de lutter de façon efficace contre toutes les formes de violence, surtout la violence basée sur le genre. Il faut assurer aussi la participation des femmes et filles aux délibérations et à la prise de décision en matière d'adaptation et au changement climatique et d'atténuation de ses effets. Et cela inclut leur participation aux discussions de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et à son plan d'action en faveur de l'égalité de sexe
ainsi que d'autres processus internationaux. Action contre la faim considère la protection sociale universelle comme un droit de l'homme et une action clé pour transformer les relations de pouvoir, principalement l'inégalité entre les sexes. Pour nous, il s'agit d'une action essentielle pour garantir la justice alimentaire. Nous appelons les États à ce forum à prendre des mesures afin de réduire le travail non rémunéré des femmes. Cela peut se faire à travers des systèmes de protection sociale féministe. Il faut garantir l'accès effectif et immédiat, surtout dans des zones rurales, l'accès à l'éducation, mais aussi aux soins. Pour réduire la double journée de travail des femmes, il faudrait garantir l'accès effectif et immédiat de toutes les personnes vulnérables aux mesures de protection sociale par un cadre juridique complet, tenant compte des besoins spécifiques et divers de chaque personne. Et pour ce faire, il faut s'assurer que les États et les institutions s'engagent à financer de façon durable les programmes de protection sociale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tanit, pour ces allocutions et un domaine qui a été progressif dans les directives a été la reconnaissance universelle de la protection sociale. Merci beaucoup d'avoir souligné cette question qui est essentielle, surtout dans des situations de conflit humanitaire. J'aimerais demander aux panélistes d'allumer leur caméra, si possible. Euh, tout- alors, si toutes les intervenantes pourraient allumer les caméras, je vais donner la parole à ma collègue Marie qui a suivi le chat et qui va faciliter la session de questions-réponses. Tu as la parole, Marie. Merci beaucoup, Ruthi. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Je vais commencer avec une question pour Berioska et nous sommes très contentes de t'accueillir. La première question est pour toi. Et fondée sur votre expérience dans les espaces à New York comme CSW ou ONU Femmes et maintenant à Rome, quelles sont vos suggestions pour augmenter la diffusion et la mise en place de ces directives? Est-ce que vous avez des idées, des programmes, des acteurs en particulier? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Merci pour cette question. Je pense que c'est une excellente question. Peut-être je n'ai pas tous les éléments pour répondre maintenant, mais je pense à quelque chose de spécifique cela pourrait être le bureau de la FAO à New York. C'est un contact direct et beaucoup de vos organisations pourraient y avoir accès. Et je sais que par ce bureau, il est possible de commencer le travail pour diffuser les informations de ces directives volontaires. C'est une bonne façon de commencer, mais nous devons tenir beaucoup plus d'événements avec ONU Femmes et des événements pour impliquer ces acteurs. Je pense que le participants à New York sont assez sensibilisés avec les sujets des femmes et des genres en particulier, mais ce sujet des directives volontaires est assez spécifique et nous devons alors travailler avec la FAO. Je pense que nous ne devons pas le négliger. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres acteurs qui pourraient nous aider à diffuser le message, mais je pense que la porte d'entrée devrait être FAO. De toute façon, je pense que je l'ai dit dans mon intervention, je pense que nous devons sortir des bulles. Je sais qu'il est important d'impliquer et de travailler avec les Nations Unies et avec New York, mais je pense que nous devons sortir des bulles et nous devons
essayer de nous impliquer au niveau communautaire. Je pense que depuis la base vers le haut, nous pouvons euh, travailler et parvenir à des changements. Et oui, je suis d'accord avec une bonne interaction avec New York et voir comment nous pouvons travailler ensemble, mais je crois plutôt dans la possibilité de changement si nous faisons le travail direct avec les communautés. Merci beaucoup. J'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Je pense que nous avons des idées concrètes que nous pouvons poursuivre cette année et à l'avenir. Je vais adresser une question à Taina. Si elle est encore en ligne, Taina, euh, nous avons eu une question. Si vous pourrez expliquer comment l'agroécologie peut aider à faire avancer l'égalité de genre, comme vous l'avez mentionné dans votre discours et cela et son importance. Merci Marie pour la question. Oui, pour nous, les femmes, l'agroécologie est très importante. Pourquoi? Parce que l'agroécologie, c'est notre possibilité de semer et elle nous permet d'établir une relation avec la terre, avec les personnes. Et cela nous aide, nous autres, les femmes, à améliorer nos conditions sociales, économiques, où nous pouvons partager nos idées sur la transformation de nos communautés, de nos aliments. L'agroécologie nous permet de nous autonomiser, et de participer aux espaces qui nous aident à nourrir le monde. Nous, en tant que femmes, nous semons, nous cultivons, nous faisons de la pêche. Et eh bien, toutes ces activités nous aident à renforcer notre alimentation et parvenir à la sécurité alimentaire. Donc, pour nous, l'agroécologie est essentielle dans les questions d'égalité de sexe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Taina. Nous pourrions également inviter Dee à faire quelques réflexions sur l'agroécologie, car elle pratique l'agroécologie. Et je poserai la même question à vous, Dee. Et je voudrais ajouter une autre question aussi, une question plutôt personnelle. Elle n'a pas été inscrite dans le clavardage. Quelles sont les prochaines étapes que vous voyez au sein de la CSW? Car pensez-vous que nous avons réduit l'inégalité dans les négociations qui ont lieu maintenant? Est-ce que vous pouvez partager avec nous vos idées par rapport aux prochaines étapes pour l'égalité de sexe au sein de la CSW? Ce serait très bien. À vous. Merci, Marie. En ce qui concerne l'agroécologie, sachant que nous avons une diversité de personnes qui pratiquent l'agroécologie dans les endroits urbains et ruraux, le rôle des femmes et de la diversité de genre est essentiel à l'agroécologie. Nous avons lu dans les commentaires à cet égard dans le clavardage, n'est-ce pas? Le rôle de femmes et de diversité de genre dans l'agroécologie est capital. Donc, nous devons rassembler tous ces éléments, non seulement en ce qui concerne la production d'aliments et la distribution d'aliments, la répartition de nos cultures, mais aussi afin de maintenir en vie tous nos systèmes de connaissances. Et ceci en réduisant les inégalités. J'aurais aimé
pouvoir commenter plus sur les documents que nous avons ici, car il est reconnu que les femmes et la diversité de genre sont des éléments cruciaux pour nos systèmes alimentaires. Et l'un des groupes qui est le plus impacté par l'insécurité alimentaire et par le changement climatique et par les situations d'urgence et des conflits, tout particulièrement en ce qui concerne nos rôles dans la prise de soins ou de travail non rémunéré et les nôtres. Donc, nous devons continuer à travailler afin de construire quelque chose dans les processus actuels, afin que les femmes non seulement puissent réduire cet écart, cette inégalité, et qu'il y ait en fait un peu plus d'équité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Di. Effectivement, nous devons avancer et, à des systèmes transformateurs et des approches transformatrices. Mais j'ai entendu que vous n'avez pas pu intégrer ce langage euh, qui est un langage très important pour la transformation, le- le genre transformateur. Donc, je voudrais inviter Tanit à nous donner une définition de comment, une description de comment l'action contre la faim aborde la question de genre transformateur. Comment pouvons-nous réfléchir à cette question en ce qui concerne la conception des politiques? Je vais continuer en espagnol. Ce dont nous nous sommes rendus compte en tant qu'acteurs humanitaires, et c'est ce que nous avons constaté au cours des dernières années, c'est que notre façon de travailler était imprégnée des dynamiques de pouvoir des sociétés d'où nous provenions. Ce sont des sociétés patriarcales en général, marquées par beaucoup d'autres types de discrimination. Alors, lorsque le travail au niveau humanitaire a commencé, il y avait beaucoup de dynamiques nord-sud, beaucoup de hiérarchies, et petit à petit, nous avons pris conscience, grâce aux personnes qui sont ici à la table, que ce système allait continuer à perpétuer ces inégalités et que nous devions changer la façon dont nous travaillons de façon radicale pour essayer par nos actions de ne pas renforcer ces inégalités existantes. Au début, en tant qu'organisation, l'Action contre la faim en 2014 a déjà lancé sa première politique de genre fondée sur l'accès à toutes les personnes sans discrimination et nous tenons en compte tous leurs besoins. Mais ce que nous avons constaté au fil des années, c'est que leur donner de l'accès et les prendre en considération dans la prise de décision n'était pas suffisant, car il n'y avait pas de changement dans la dynamique de pouvoir. Les inégalités continuaient à exister et nos efforts ne duraient pas dans les temps. C'est à cause de cela que nous avons adopté une perspective plus transformatrice. La perspective transformatrice n'est pas nouvelle, mais malheureusement, elle n'existait pas. C'était la capacité de faire en sorte que tout le monde puisse exercer leurs droits. Et c'est quelque chose qui est très beau, très joli, mais qui s'éloigne de la réalité, qui n'est toujours pas atteint, acquis. Alors, toutes les interventions qui veulent produire cette transformation sont axées à la transformation de la société, des dynamiques qui existent au sein de la société et au niveau aussi de mécanismes qui travaillent dans l'humanitaire comme action contre la faim. Donc, cette transformation passe
part, si nous avons un projet, par exemple, de souveraineté alimentaire, et que nous ne travaillons pas ou nous ne faisons pas grand-chose pour que la loi change, que les femmes puissent hériter de la terre, eh bien, ce projet, le jour où il aboutira, il n'y aura rien de concret. Donc, nous devons identifier les actions à partir de multiples approches. En, bien entendu, en prenant en considération les discriminations et la perspective intersectionnelle. Et sachant que tous ces changements au niveau de la société n'allons pas être produits en tant qu'acteur du Nord qui va donner la leçon au Sud global. Non, nous le faisons en tant qu'un acteur qui travaille auprès des sociétés civiles des pays pour que la société pays des pays détermine quelles sont les actions, les priorités et comment nous pouvons avancer ensemble dans l'atteinte de cet objectif. Lorsque nous parlons de travail, de actions transformatrices ou de projets transformateurs, il s'agit de projets qui tentent d'attaquer ou de démonter les inégalités de pouvoir existantes à de multiples espaces, dans les espaces hommes-femmes, mais aussi dans les comités de classe sociale ou, par exemple, auprès des populations autochtones ou dans les milieux urbains ou dans les milieux ruraux. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, Tanit. Maintenant, je donne la parole à Elisabetta. Il y a une question sur les commentaires dans le clavardage de l'un de membres du haut niveau d'experts pour l'alimentation et la sécurité alimentaire. Et il nous dit que ces directives sont très importantes, mais parfois elles restent assez superficielles et ne sont pas liées à la mise en œuvre locale. Alors, Elisabetta, vous avez un espace pratique qui vous permet d'explorer cette mise en œuvre au niveau local et que pouvez-vous nous conseiller pour commencer à mettre en œuvre les directives d'une façon beaucoup plus participative, hein? Merci beaucoup. Il faut savoir que Conseilla, notre espace, est un espace formé institutionnel prévu dans la loi de notre pays et cet espace a la responsabilité de conseiller le président de la République et de proposer un ensemble de propositions à l'intention des ministères. Une vingtaine de ministères qui reçoivent les conseils de notre espace. Et donc, toutes ces thématiques sont liées à la question de la souveraineté alimentaire. Bien entendu, la thématique de l'égalité de sexe et des droits, ou l'égalité des droits, aux droits en général, le Conseil discute depuis un bon moment sur la réalité brésilienne et la relation du Brésil avec la réalité des autres pays. Ce processus est un processus qui tient compte des différentes réalités de notre pays pour bien établir quelle est la situation actuelle. Donc, il y a un processus très dynamique qui a lieu, pas forcément en ce qui est de accepter toutes les discussions et propositions de CSA, parce qu'il y a aussi des contributions des autres organisations telles que les Nations Unies, mais l'intention est de contribuer à cette discussion générale et de lancer un processus d'adaptation des choses dont on parle à la réalité au Brésil. Parce que la plupart des choses qui nous viennent des autres pays,
nous voyons qu'il y a des avancées importantes dans quelques pays et pas d'autres. Donc, nous devons essayer de mettre en commun. Et je pense Hacer la organización que le comité doit essayer d'organiser la discussion par thématique, hein, et les directions générales devraient aussi avoir leur propre discussion et les pays leur propre discussion. Mais ces discussions internes doivent garantir la participation des différents secteurs et bien entendu la participation de la société civile organisée. Ce n'est pas que les décisions du CSA doivent être adaptées à toutes les réalités. C'est impossible. Il faudrait qu'il y ait un échange plus dynamique dans les deux sens. Et par rapport aux décisions des Nations Unies, et par rapport aux différents agendas ou programmes qui existent, il y a une préoccupation très spécifique. C'est quelque chose dont les conseils avec lequel le comité a déjà travaillé. C'était avant la conférence nationale. Il faut faire un effort pour renforcer les espaces multilatéraux, car à ces espaces multilatéraux, l'on évoque beaucoup plus de problèmes, mais c'est encore un espace beaucoup plus approprié que d'autres espaces qui ont été privatisés pour aborder la question de la sécurité alimentaire. Merci beaucoup pour cette réponse tellement riche et pratique. Nous avons aussi dans la liste des participants qu'il y a d'autres représentants permanents et une amie de nos femmes qui a suivi les négociations. Si vous voulez faire des remarques, n'hésitez pas d'ouvrir le micro et partager vos perspectives. Je ne veux pas mettre de la pression, mais nous avons 4 ou 6 minutes supplémentaires. C'est à vous de le faire si vous voulez. Nous avons aussi une autre question. Je pense que peut-être c'est une question pour Berioska, car vous avez participé au processus de négociation. Alors, comment les directives impliquent les hommes et, et normalement, il faut commencer par déconstruire les stéréotypes et travailler pour avoir les hommes alliés. Comment appréhendez-vous cela? Merci Marie pour cette question. Et lorsque tu étais en train de la lire, je regardais la question, je me demandais si c'était quelque chose que je pourrais demander. En fait, il n'y a pas beaucoup de cette question dans les directives volontaires. Il n'y en a pas beaucoup de ce thème et c'est l'une des choses qui ont manqué, mais je n'aimerais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Je pense que c'est le début, c'est une base. C'est le début d'un long processus et il y a beaucoup d'opportunités pour pouvoir le mettre en place, pour l'interpréter de différentes formes. Je pense que c'est un moment important pour tous et toutes de créativité et d'activisme pour savoir de quelle façon nous pouvons mettre en place ces directives volontaires pour nous concentrer aussi sur ces défis et pour être plus inclusif, pour pouvoir aborder tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Alors, je pense qu'il n'y a pas de mention directe à ce sujet. Peut-être les autres panélistes pourraient en parler plus, mais cela ne veut pas dire que cela n'est pas une opportunité pour avancer dans certaines choses. Je pense que c'est un bon exemple de ce que nous pouvons faire. Merci beaucoup. Nous allons clore dans quelques minutes. Je vais
répondre moi-même l'une des dernières questions dans le chat qui s'agit sur les prochaines étapes pour le mécanisme de la société civile des peuples autochtones par rapport à la diffusion, la mise en œuvre et l'appropriation au niveau local. Nous avons des grands plans. Nous allons aussi participer à l'effort de diffusion pour nous assurer que les directives soient connues. Et bon, c'est un projet en cours. Peut-être cela ne sera pas cette année, mais nous allons construire du matériel populaire que nous allons diffuser dans les territoires sur les réalités des organisations locales, des mouvements sociaux, etc. Alors, nous devons encore définir la forme de ce matériel et dans cet effort de diffusion, nous allons aussi travailler pour insister sur les parties manquantes des directives. Alors, Di a mentionné qu'il y a beaucoup à faire pour comprendre l'intersectionnalité, par exemple, pour nous assurer que les directives parlent aussi aux personnes de genres divers et donner des exemples pratiques des approches transformatrices de genre qui pourraient se mettre en place. Tous ces aspects que nous n'avons pas pu négocier dans des espaces multilatéraux, nous allons faire un effort pour qu'ils soient soulevés au niveau local avec toutes les organisations qui font partie de ce grand mouvement qui est le MSCPA. Et bien sûr, vous pouvez nous contacter. Il y a un site web du MSCPA et je m'arrête ici et tu as la parole, Richie. Merci beaucoup. Et nous existons, nous demandons nos droits et peut-être tout le monde pourrait allumer les caméras et nous pourrons vous voir pour commencer à prendre congé. Et j'aimerais remercier à tout le monde pour avoir participé, pour votre présence, pour votre passion, pour votre engagement pour faire avancer l'égalité de genre. J'aimerais aussi remercier les interprètes qui font toujours un excellent travail. Je ne sais pas comment ils connaissent beaucoup de mots techniques, mais merci beaucoup. J'aimerais remercier Action contre la faim, et car vous avez soulevé des questions très importantes pour la réflexion et vous avez co-organisé cet événement avec le MSCPA. Merci beaucoup au secrétariat du MSCPA. Merci beaucoup pour les panélistes qui ont pris la parole. Vous nous inspirez pour continuer de lutter et bon, portez-vous bien. Merci beaucoup, Marie, pour pouvoir aussi organiser cet événement. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci. Oui. Much, Ruchi. Thank you so Merci, merci. Thanks so much, everyone, for this fantastic Bye, ma'am. event. Gracias, Thanks for gracias. the Merci beaucoup Thank you, aux Ruchi. intervenantes. Merci, Ruchi, pour la facilitation. Merci beaucoup, Marie. Thank you. Thank you, Ruchi. Merci, Ruchi.